Bonjour, je suis Vincent Cochet, conservateur en chef du patrimoine au château de Fontainebleau et co-commissaire de cette exposition avec Oriane Beaufils, exposition intitulée Jean-Baptiste Oudry, peintre de cour, les chasses royales de Louis XV, qui se tient au château de Fontainebleau jusqu'au 27 janvier 2025 et que je vous propose de découvrir en compagnie de Thomas Morel. Je suis conservateur des peintures et des collections d'art graphique au château de Fontainebleau. Je succède à Oriane Beaufils, donc co-commissaire de cette exposition dans laquelle le visiteur est invité à découvrir la genèse d'une œuvre monumentale que sont les cartons de la tapisserie des chasses royales de Louis XV peints par Jean-Baptiste Oudry. Et au fil de l'exposition, le visiteur pourra découvrir à la fois des dessins, des grandes peintures que sont les cartons, les tapisseries qui ont été tissées d'après ces peintures, mais aussi un ensemble d'objets qui explique toute la société des chasses qui gravitent autour de Louis XV, mais aussi toutes les œuvres réalisées dans le sillage de la mode instituée par le style et la manière de Jean-Baptiste Oudry. Cette exposition est littéralement née de la restauration de 4 des grands cartons de tapisserie peints par Jean-Baptiste Oudry que le château de Fontainebleau a la chance d'abriter, et ce depuis le 19e siècle. Et ces cartons ont donné leur nom à l'appartement qui les abrite, l'appartement des chasses que vous découvrirez un petit peu plus tard. Dans l'exposition Jean-Baptiste Oudry, peintre de cour, nous avons souhaité introduire ce goût à la fois de la chasse, notamment du souverain, mais aussi ce goût du grand décor cinégétique dont finalement la tenture des chasses de Louis XV peut être considérée comme l'apogée. Cette dimension de grand décor cinégétique, on peut l'observer à travers des œuvres datées de 1724 qui sont présentées derrière moi. Ces 2 grands panneaux qui proviennent du château de Villegeny dans l'Essonne, peints par Alexandre François Desportes. Alexandre François Desportes étant finalement l'autre grande figure de la peinture animalière au XVIIIe siècle, qui va collaborer, j'allais dire, avec Jean-Baptiste Oudry pour le décor des résidences royales. Ces œuvres d'Alexandre François Desportes permettent d'évoquer les différents types de chasses auxquelles s'adonne Louis XV, que ce soit la chasse à tir, c'est ce que l'on voit avec le fusil ici, éventuellement la fauconnerie, même si on sait que Louis XV n'est pas un grand amateur de chasse au vol, même s'il est dans ses déplacements systématiquement accompagné de la fauconnerie et du vol dit de la chambre. C'est une manière de se déplacer en grand arroi, ça participe aussi de la monstration du roi, et surtout Louis XV est véritablement un grand technicien, un grand sportif, et pour cela il va surtout s'adonner à la chasse à cour, avec plusieurs types de chasse à cour, soit le vautret, c'est-à-dire la chasse au sanglier, ou la chasse la plus noble, celle qui sera d'ailleurs représentée par Jean-Baptiste Oudry, c'est-à-dire la chasse au cerf, que l'on appelle donc la vénerie. La chasse, pour Louis XV, c'est vraiment quelque chose qui structure son quotidien. Il va d'ailleurs utiliser la chasse comme un véritable rouage de cour, et cette chasse va littéralement structurer les pérégrinations du souverain dans les différentes résidences royales, dans les domaines de chasse de la couronne, et c'est pour cette raison que nous présentons dans l'exposition cette somptueuse table qui appartient aux collections du château de Versailles et qui représente sur son plateau en stuc le domaine de Fontainebleau avec ses 30 000 arpents de forêt, domaine qui est en plus traversé par la Seine, c'est-à-dire que ça nécessite aussi un bac pour pouvoir poursuivre le gibier de l'autre côté du fleuve, et ce domaine qui s'étend jusqu'au château de Vaux-Villars, c'est-à-dire le château actuel de Vaux-le-Vicomte.
Alors c'est vrai que Louis XV vit dans des appartements très luxueux avec un décor extrêmement raffiné, mais en vérité Louis XV, lorsqu'il est à l'intérieur, il a tout le temps l'œil rivé sur le baromètre pour savoir s'il va pouvoir sortir à la chasse, puisque Louis XV va chasser jusqu'à 5 fois par semaine, quasiment tous les jours. Il a l'œil rivé également sur la carte des résidences royales disposant donc d'un environnement propice à la chasse, mais Louis XV a aussi l'œil rivé sur un certain nombre de trophées de chasse, un certain nombre de têtes de cervidés et notamment des têtes que nous appelons des têtes bizarres. Il y a chez le roi une forme d'intérêt naturaliste, finalement la volonté de regrouper une forme de cabinet de curiosité dans ses intérieurs avec des têtes qui sont remarquables par des malformations ou des singularités qu'on ne retrouve pas systématiquement sur toutes les têtes de cerf et puis bien évidemment des caractéristiques assez exceptionnelles. Or, Jean-Baptiste Oudry, avec sa capacité, selon sa propre formulation, à peindre au premier coup, est un peintre qui est renommé justement pour son exécution assez rapide et il va souvent être missionné pour prendre sur le motif des têtes de cerf qui présentent justement ces caractéristiques remarquables. Alors ces têtes bizarres, on en présente un certain nombre dans l'exposition qui n'ont pas eu à voyager bien loin puisque ces têtes, elles étaient destinées à l'origine à orner l'escalier du petit appartement du roi à Versailles qui donnait sur la cour des cerfs. On avait des cerfs à l'intérieur et à l'extérieur, façonnés en plâtre et à l'intérieur en peinture. Et les têtes que nous présentons ici, elles font partie de celles qui ont été intégrées dans la boiserie, dans les lambris de l'appartement des Chasses à Fontainebleau sous Louis-Philippe. Et nous avons la chance d'en posséder ici une très belle collection. Alors ces têtes, elles sont toujours finalement un exercice sur un thème avec ses variations. Ici sur la toile que nous présentons, on peut remarquer donc une tête de cerf avec des bois qui ont encore gardé ce qu'on appelle leur velours, un velours que normalement les cervidés perdent en frottant leur bois contre les arbres et qu'ils perdent aussi en vieillissant. Et là on voit que Oudry a dû saisir le motif extrêmement vite. On voit encore ce lambeau de chair qui montre que les bois ont été arrachés à la tête de la bête qu'on vient de prendre. On sait qu'Oudry doit se déplacer très très vite pour justement croquer ces têtes avant qu'elles ne se décomposent. Parfois il se trouve à un endroit et il doit courir jusqu'au lieu de la chasse. Parfois on lui fait livrer la tête à un endroit alors qu'il était en déplacement vers une autre destination. Il faut aussi acheminer son matériel de peintre, on y supplée quand il faut, mais on arrive toujours à faire en sorte finalement qu'Oudry puisse rendre cette texture extrêmement tactile. On a envie de toucher quelque part le velours qui se trouve sur les bois et on a toujours une dimension mémorielle derrière puisque le roi qui collectionne ces têtes bizarres, on dit même qu'il en collectionne des vrais qui sont entassés dans un coin du salon du conseil à Versailles, donc c'est dire. Ces têtes donc on veut toujours se rappeler de la date à laquelle elles ont été prises et l'on peut lire sur le pilastre qui est situé sous la tablette représentée sur la peinture, tête bizarre d'un cerf pris par le roi à Fontainebleau au mois d'avril 1742. On en présente une autre de tête bizarre dans cette séquence introductive de l'exposition qui est très impressionnante, là encore pour son velours, qui est extrêmement développé ici, qui est peint par Oudry avec un degré de dextérité inouï et qui nous permet aussi de nous rendre compte du contraste qu'Oudry installe entre ses têtes et l'arrière-plan de ses peintures avec un exercice qui touche véritablement au trompe-l'œil. Oudry, là-dedans, se plaît à varier les fonds sur lesquels sont posées ces têtes, tantôt un fond de pierre où l'on perçoit bien la jonction, les joints irréguliers entre les pierres, tantôt un fond de planche de bois. Là, il mélange un petit peu les deux et ici encore cette capacité à rendre ces objets quasiment vivants avec une vie qui reste malgré tout encore présente sur ces têtes bizarres et là encore un petit cartel quelque part introduit comme si nous nous trouvions dans un musée, peint ici directement sur le fond de pierre qui rappelle encore une fois la date et la prise donc de ce bois bizarre. Et on sait que Louis XV, en plus d'avoir un intérêt pour ces têtes, était en vérité un véritable connaisseur de toutes les variations que pouvait présenter la morphologie de ces têtes bizarres.
Dans cette deuxième séquence, il était normal de faire une place à ce que nous avons appelé la société de chasse, puisqu'évidemment le roi Louis XV ne chasse pas seul, et même on commence par ceux qui l'ont initié à la chasse. Nous présentons ici donc une véritable galerie de portraits, et cette galerie de portraits, elle s'ouvre avec Louis-Henri de Bourbon-Condé, prince de Condé, qu'en son temps on appelait le duc de Bourbon, qui a été principal ministre dans la première partie du règne de Louis XV, à l'époque où le roi n'est encore qu'un adolescent. Et c'est aussi ce prince, ce cousin de Louis XV, qui l'initie en partie à la chasse, puisqu'on sait que c'est à partir de 1724 que Louis XV va chasser avec lui, d'ailleurs au cours de premières chasses où les équipages atteignent des effectifs de plusieurs centaines de chiens, de plusieurs centaines de chevaux, et on sait que Louis XV va être véritablement conquis par cette activité qu'il va pratiquer jusqu'à la fin de sa vie. Le duc de Bourbon, c'est non seulement un haut personnage politique du règne de Louis XV, mais c'est aussi un grand commanditaire en lien avec ses activités de chasse, puisqu'on sait qu'au château de Chantilly, c'est lui qui fait construire ces gigantesques écuries qui sont des véritables palais pour les chevaux, et des chevaux qui ne servent pas au transport, qui servent bien aux équipages de la chasse. C'est également lui qui va commander ces très gracieuses singeries, 2 pièces ornées donc de peintures représentant des petits singes qui pour certains sont en habit de veneurs, donc ces acteurs qui évoluent autour des princes dans leur pratique de la chasse. Cette galerie de portraits, elle se poursuit avec celui du comte de Toulouse, l'un des fils légitimés de Louis XIV et par conséquent cousin de Louis XV, et c'est au comte de Toulouse que Louis XV va confier la charge de grand veneur, donc celui qui pilote finalement toute la vénerie royale qui gravite autour du roi. Ce portrait, donc d'après un original pour l'instant perdu de Hyacinthe Rigaud, nous le représente dans une pose virevoltante qui montre aussi au passage sa charge de grand amiral de France, avec ce fond qui nous montre qu'on est face à un paysage marin, charge de grand amiral de France qui, avec celle de grand veneur, traduit bien tout l'honneur qui est attribué à ce personnage. Quand on est véritablement proche de la personne royale, exercer la charge de grand veneur, ce n'est pas rien, puisqu'on se retrouve chaque jour dans l'intimité du roi. Cette société de chasse, elle comprend bien évidemment, en partie en tout cas, la famille royale, mais ça Vincent nous en parlera plus tard, et elle comprend de manière un petit peu plus insolite un grand artiste, un peintre qui est bien évidemment Jean-Baptiste Oudry. Et c'est ici, grâce à un très beau prêt du musée du Louvre, que nous présentons donc son portrait par Perronneau, portrait qui nous montre Jean-Baptiste Oudry, alors justement dans toute sa bonhomie, avec des très belles touches de bleu qui montrent les marques de l'âge sur son visage, son embonpoint qui transparaît de manière assez réaliste derrière son gilet. Et Jean-Baptiste Oudry, il nous est présenté ici devant une toile qui est couverte d'une préparation bleu-gris, ce qui nous introduit de manière très directe dans les recettes du peintre. On sait que Jean-Baptiste Oudry, il aimait bien procéder justement dans ses compositions, d'abord sur des dessins faits au papier bleu, sur lesquels donc il procède par rehauts de blanc et de noir, puisque le bleu permet de donner quelque part une profondeur, et le bleu et le noir viennent très vite sculpter la composition avec beaucoup de relief, ce qui permet à Oudry d'aller très vite dans ses compositions, et on sait que c'est cette manière très rapide de peindre qui lui vaudra non seulement de représenter les bois bizarres dont nous avons parlé auparavant, mais aussi de suivre les chasses royales et de prendre sur le vif les compositions et les esquisses qui lui serviront pour l'élaboration des cartons de la tenture des chasses. Et puis bien évidemment, cette société des chasses, elle serait parfaitement inopérante sans les principaux acteurs de la chasse que sont les chiens. Et à Fontainebleau, nous avons la chance de conserver un certain nombre d'effigies de chiens, certains intégrés de bonne heure sous Louis-Philippe dans le lambris de l'appartement des chasses. C'est le cas de Polydore, qui est un peu notre mascotte intemporelle et éternelle pour le château de Fontainebleau. Portrait réalisé par Jean-Baptiste Audry, qui est reçu, on l'a dit, comme peintre d'histoire à l'Académie royale de peinture et de sculpture, mais qui assez vite se spécialise dans le portrait d'homme et portrait de chien. Son maître l'argilière lui avait dit d'ailleurs « Tu ne seras jamais qu'un peintre de chien, mais quel chien ?» Et effectivement, on peut donner raison à l'argilière, tout en pensant que quand même Audry a su faire un peu mieux que peindre seulement des chiens, mais là, on a véritablement envie de caresser ce petit toutou qui est Polydore, qui nous regarde avec des yeux empreints d'une véritable psychologie, comme on le ferait pour un portrait d'homme. Polydore qui est ici présenté avec la marque de la meute de la vénerie royale, en sachant que les équipages de chiens sous Louis XV atteignent une importance véritablement vertigineuse. Et l'on observe qu'Audry soigne beaucoup l'arrière-plan de la peinture, avec même une petite trouée dans les arbres, teintée d'une lumière un petit peu argentée qu'on peut voir en arrière-plan et qu'on retrouve en fait
fait sur les autres compositions qui vont l'amener petit à petit à la réalisation des cartons des chasses royales. Et nous avons aussi donc entre les deux chiens le garde-chasse Laforêt, lequel est représenté par le peintre avec cette figure un peu rougeaude qui traduit son travail difficile. Le garde-chasse, il a pour mission une véritable conservation des eaux et forêts, donc on peut imaginer qu'il passe de longues journées dans les bois, ce que traduit sa figure un petit peu marquée et en même temps empreinte de douceur. Et Oudry, qui est toujours un partisan de la représentation sans concession de la nature, le représente même avec cet habit légèrement déchiré, puisque dans l'office de garde-chasse, eh bien, son habit n'est malheureusement pour lui renouvelé que tous les 7 ans. On marque une hiérarchie dans le vêtement donc, de ceux qui favorisent et qui permettent les chasses royales et qui se traduit jusque dans l'habit. En parlant d'habits, nous avons pu avoir l'opportunité de présenter au sein de cette exposition cet habit des chasses du roi de France, habit qui nous est très généreusement prêté par la collection royale du Danemark. Ces monarchies du Nord ont souvent pu conserver un certain nombre d'objets de la vie royale qui ont totalement disparu en France. Et dans un état de fraîcheur tout à fait impressionnant, nous pouvons donc présenter ici cet habit de drap de laine bleu, ce bleu profond qu'Oudry sera littéralement transfiguré sur les cartons des chasses royales, habit de laine bleue, qui est ici accompagné d'une culotte de peau rouge qui traduit donc la fonction de chaîne d'équipage, puisque cet habit, il va être offert par Louis XV au roi Christian VII de Danemark, qui effectue à ses 19 ans une sorte de voyage en Europe, et il se trouve que lorsqu'on suit les chasses donc, du roi, on peut être invité à la suivre avec un habit gris, et ce n'est que par décision royale qu'on peut obtenir le droit de porter ce très bel habit bleu, honneur que Louis XV donc, ne réserve pas à n'importe qui et qui traduit encore toute une hiérarchie qui gravite autour du roi, puisque les chasses, on l'oublie souvent, ce n'est pas qu'un passe-temps, c'est aussi un instrument de gouvernement, en tout cas un instrument qui sert à régenter la vie de cour. Et lorsqu'on dépeint Louis XV comme un homme qui passe son temps à la chasse, comme pour dire qu'il ne s'intéresse pas aux affaires du royaume, c'est un constat qui est un petit peu anachronique ou qui en tout cas ne comprend pas toute l'importance que représente la chasse dans le cadre de la vie de cour à l'époque de Louis XV. Cet habit d'ailleurs traduit donc toute l'importance accordée aux chasses de par sa richesse, puisqu'il est entièrement galonné donc de fils métalliques or et argent qui sont fournis donc par un marchand parisien spécialement appointé à cet effet, avec un dessin de méandre qui est spécifique à la vénerie royale. Alors si on connaît la passion de la chasse, passion dévorante de la chasse pour Louis XV, cette passion est aussi partagée par un certain nombre de personnes de la famille royale, à commencer par les enfants de Louis XV, notamment un certain nombre des filles de Louis XV. Le dauphin, lui, n'aime pas particulièrement la chasse et nous avons le privilège de pouvoir présenter dans cette exposition ce très beau portrait peint en 1760 de Madame Infante, c'est-à-dire Louise-Élisabeth de France, fille aînée de Louis XV, qui épouse Don Philippe de Bourbon, fils du roi d'Espagne et surtout d'Élisabeth Farnèse. Et cet enfant d'Espagne va souhaiter reconquérir, c'est ce que l'on appelle la guerre des duchés, reconquérir le duché de Parme, ce qu'il réussit à faire grâce notamment à un certain nombre de campagnes militaires, mais surtout à la signature du traité d'Aix-la-Chapelle, et il s'installe dans ces États, littéralement dévastés, à partir de 1749, avant d'être rejoint par Madame Infante. Donc il devient duc de Parme, de Plaisance et de Guastalla. Mais Madame Infante, au lieu d'arriver directement de Madrid à Parme, passe par la France où elle fait quantité d'emplettes. Elle repartira avec un convoi d'une quarantaine de chariots remplis de mobilier, d'étoffes, d'objets de la vie quotidienne pour meubler avec un ton versaillais ses résidences de Parme. Et parmi les biens qu'elle emporte se trouve une tenture des chasses de Louis XV. Alors cette tenture n'est pas complète, elle est encore sur le métier. L'infant de Parme, avec un signe, j'allais dire presque un signe très fort d'allégeance envers son beau-père, a acheté le deuxième tissage qui est en cours de réalisation à la Manufacture des Gobelins, et il faudra attendre 1753 pour que les 9 pièces de la tenture destinée à Parme ne soient réunies.
En 1728, Jean-Baptiste Oudry est invité par Louis XV à suivre les chasses du roi, justement parce que le souverain souhaite que celui-ci réalise une composition à sujet cynégétique qui ornera d'ailleurs le château de Marly. Et c'est en 1733 que Louis XV demande à Jean-Baptiste Oudry à nouveau de le suivre à la chasse, cette fois-ci non pas pour réaliser un tableau, mais pour réaliser des compositions qui doivent servir de modèle pour un tissage d'une tenture à la manufacture des Gobelins, c'est-à-dire cette fameuse tenture des chasses. Dans le cadre du travail préparatoire qu'effectue Jean-Baptiste Oudry, il va évidemment se rendre sur le terrain, faire un véritable travail presque d'arpenteur avec cette attention très particulière de Jean-Baptiste Oudry au paysage. Il va dresser des portraits des personnages, dresser des portraits des chevaux, des chiens. Louis XV connaît tous ces chiens par leur nom et en connaît parfaitement les caractéristiques, donc c'est aussi un élément essentiel dans la représentation des scènes de chasse qui échoit à Jean-Baptiste Oudry. Et c'est ainsi que progressivement Jean-Baptiste Oudry livre et présente au roi des compositions achevées, dessinées de ses projets de scènes de chasse avant de se lancer dans des esquisses à l'huile, puis la réalisation des cartons, c'est-à-dire des peintures à grandeur des tapisseries. Nous avons ici réuni 6 des compositions dessinées de Jean-Baptiste Oudry pour les 9 cartons des chasses de Louis XV, avec ici le rendez-vous au carrefour du Puy du Roi, qui est un dessin conservé dans les collections de la Pierpont Morgan Library à New York, ou la mort du cerf aux étangs de Saint-Jean-en-Bois. Et l'on distingue très bien l'utilisation par Jean-Baptiste Oudry sur ce dessin d'un papier bleu, un papier teinté dans la masse, qui va déjà donner une dimension extrêmement picturale à la composition de Jean-Baptiste Oudry. Ces dessins sont validés par le roi, qui doit proposer d'ailleurs un certain nombre de modifications. Et c'est clairement ce que l'on peut voir à travers ce dessin du cerf tenant au chien dans les rochers de Franchart, où cette composition comme ça extrêmement agitée avec des chiens, j'allais dire, qui volent presque à travers les rochers, et puis un certain nombre de représentations fantaisistes dans le paysage seront finalement corrigées, reprises par Jean-Baptiste Oudry au moment de réaliser le carton peint qui est conservé donc au château de Fontainebleau. En fait, à travers cette présentation des dessins, on voit comment Jean-Baptiste Oudry, année après année, présente ces grandes compositions dessinées avant de reprendre tout ce travail en atelier pour composer les cartons des chasses de Louis XV. Alors, ce qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est que finalement, la tenture des chasses du roi n'est pas une composition d'ensemble initialement, c'est quelque chose qui se construit année après année. C'est-à-dire que Jean-Baptiste Oudry réalise un dessin, il passe ensuite à une esquisse peinte, puis à un carton, avec toute une série d'ailleurs d'études dessinées, et une fois que le carton est livré, il se prépare à réaliser un autre sujet. Nous voici devant un important tableau qui nous est prêté très généreusement par le musée des Augustins de Toulouse et qui représente une partie de chasse dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, l'un des premiers essais finalement en peinture de Jean-Baptiste Oudry pour représenter une chasse royale. Alors qu'est-ce qui pousse le roi finalement à inviter un artiste à suivre les chasses? Louis XV à cette époque-là a relativement peu mis les pieds sur un champ de bataille. Or, la chasse est envisagée comme une véritable guerre en miniature. Et puis la chasse, c'est l'occasion de représenter la forêt, de représenter les animaux, de représenter la bravoure des chiens, de mettre en scène toute cette société de chasse que nous présentons dans l'exposition. Et Jean-Baptiste Oudry, qui se fait à la fois peintre arpenteur, peintre de portraits, peintre de paysages, peintre géographique aussi, à l'instar d'un artiste comme Van der Meulen, qui avait représenté les chasses et les batailles de Louis XIV, Jean-Baptiste Oudry donc va s'attacher à représenter la vérité des paysages qui sont autour de lui lorsqu'il
suit les chasses et qui inscrivent véritablement ces événements dans l'environnement précis des résidences royales de la couronne. Ici, Jean-Baptiste Audry représente un moment tout à fait stratégique de la chasse qui est le ballot, c'est-à-dire le moment où le cerf, qui normalement est plus rapide que les chiens, se retrouve finalement épuisé et encerclé dans l'eau par les chiens. Manœuvre évidemment stratégique qui nécessite de connaître de véritables tactiques de vénerie, et c'est pour cela que Louis XV est toujours représenté, d'abord sur ce tableau, puis sur les cartons des chasses royales, comme esquissant un geste de commandement, comme s'il se trouvait sur un champ de bataille, environné par les officiers de sa vénerie. À ce titre, Jean-Baptiste Audry fait véritablement office, là encore, de peintre de portrait, en représentant les personnages qui se trouvent autour de Louis XV de manière extrêmement précise. On reconnaît avec son nez bourbonien le principal personnage de la scène après le roi, qui est le comte de Toulouse, donc son cousin, qui a rang de prince du sang, qui échange un regard avec Louis XV. Entre deux, Audry a rendu hommage à l'un de ceux qui avaient été ses premiers protecteurs, donc le marquis de Béringhen, et à droite du roi, le comte d'Armagnac, Charles de Lorraine, donc, qui se trouve être grand écuyer. Lui, il est grand écuyer, Béringhen, lui, est premier écuyer. Tout ce petit monde a évidemment des titres et des charges très différenciés d'ailleurs. Il n'y a pas que dans l'appellation que les choses changent pour eux. Et Audry ne nous livre pas moins ici de 11 portraits extrêmement réalistes, peut-être d'ailleurs des personnages relativement humbles qui n'ont pas été véritablement immortalisés ailleurs. On reconnaît sans doute dans ce personnage le seigneur de Nestier, Louis de Cazaux. On sait aussi que le premier piqueur, Lasmartre, se cache parmi ces différents portraits, même si on n'arrive pas véritablement à l'attribuer à l'un des personnages. Et Jean-Baptiste Audry campe la scène dans ce paysage extrêmement étudié. On est sur un tableau qui fait tout de même 2 mètres de large, et déjà il esquisse dans la forêt ces très belles percées de lumière, avec cette lumière argentée qui vient animer véritablement la forêt et donner du relief et de la poésie à une composition qui ne se concentre pas uniquement sur l'acte de la chasse. Et puis, comme un petit clin d'œil, mais qui devait plaire aussi sans doute aux commanditaires, dans cette peinture extrêmement moderne, le peintre n'hésite pas à se représenter en autoportrait dans un coin en train d'esquisser la composition, chose qu'on retrouvera plus tard sur les cartons. Et ce tableau, qui obtient d'ailleurs un franc succès auprès du salon, sera ensuite exposé à une place d'honneur puisqu'il est présenté dans l'antichambre du roi à Marly, le château de Marly étant la porte pour aller chasser en forêt de Saint-Germain. Jean-Baptiste Audry donc est invité à suivre les chasses du roi Louis XV, et petit à petit naît l'idée de lui commander une grande tenture, un ensemble de tapisseries représentant donc les chasses de Louis XV, qui sont une manière d'illustrer la gloire, la bravoure du roi dans ce sport extrêmement intrépide qu'est la chasse. Et après avoir mûrement réfléchi sa composition avec un ensemble de dessins, où d'ailleurs Audry change souvent d'idée pour la première scène, finalement Audry livre le grand carton qui se trouve derrière moi et qui représente la scène du rendez-vous au carrefour du Puy du Roi en forêt de Compiègne, dite aussi le botté du roi, puisque de manière tout à fait prosaïque, c'est le moment où le roi, une fois qu'on sait dans quelle direction on va aller courir le cerf, reçoit l'assistance donc de ses valets pour enfiler ses bottes, tout en discutant donc avec les officiers de la vénerie. Alors Audry campe, là encore, notre petite société de chasse au centre de la composition, avec leurs joues bien roses, avec donc le roi qui est en train d'enfiler ses bottes et qui prend appui sur 2 personnages. À sa gauche, Charles de Lorraine, son grand écuyer, et à sa droite, le personnage qui finalement se retrouve au centre de la scène, le marquis de Béringhen. Le marquis de Béringhen, donc, c'est le premier écuyer, il vient juste en dessous du grand écuyer, et on sait que c'est par lui que Louis XV va faire la connaissance de Jean-Baptiste Audry, puisque lors du sacre de Louis XV, le père du marquis de Béringhen, qui jusqu'ici devait s'occuper en particulier des voitures royales, va se faire retirer cette prérogative au profit du grand écuyer. Et quelque part, pour prendre sa revanche, on sait que le marquis de Béringhen va offrir au roi une voiture, alors un genre de voiture qu'on pouvait utiliser pour un équipage de chasse, Audry en représente une juste à côté. Il commande une voiture sur les portières de laquelle il va demander à Jean-Baptiste Audry de représenter des portraits des chiens de chasse du roi et des scènes de
chasse. Évidemment, on peut imaginer que le roi va être tout à fait conquis vu les commandes monumentales qu'il va confier au peintre juste après. Jean-Baptiste Oudry nous représente ici la scène avec ses veneurs et ses piqueurs qui portent ce très bel habit avec ce bleu qu'il transforme quasiment en bleu électrique, ce bleu qui luit véritablement dans la composition. Et puis tout un ensemble de détails très pittoresques. Nous avons bien évidemment les grands personnages de cette chasse à venir que sont les chiens. Détail amusant, Oudry représente toujours dans les meutes de chiens quelques-uns qui ont l'air un petit peu absents ou qui ont l'air de ne pas tout à fait comprendre ce qui va se produire. Et ici on peut observer que l'un des chiens est en train de poser la tête sur son congénère, qui est lui-même couché, un petit peu assoupi finalement, alors que tous les autres chiens, on le voit, sont très excités de partir à l'action. Dans cet ensemble de cercles concentriques qui scandent la composition, Oudry a aussi représenté au milieu des piqueurs des courtisans qui sont là de manière nonchalante, appuyés sur la barrière qui ceinture le carrefour du Puy du Roi, composition d'ailleurs qu'il a encore mûrement réfléchi. Au début, il imaginait les représenter autour d'une table, mais on a vraiment ce goût pittoresque que Oudry ici utilise pour animer sa composition. On voit également quelques servantes qui s'affairent à proposer des rafraîchissements aux piqueurs. Et d'ailleurs, on le remarque, Oudry campe ses personnages dans ces trouées de lumière. Là encore, cette très belle lumière blanche qui vient découper la composition. Et Oudry s'amuse à animer véritablement la toile avec ces petites percées de lumière, parfois esquissées d'un simple coup de brosse, comme juste ici à gauche, ou encore ici derrière les arbres où il représente des chevaux qui sont pris dans la perspective, à la fois avec leur arrière-train et leur tête qui dépassent de part et d'autre de l'arbre. Là encore, dans ces grandes avenues qui sont creusées dans la forêt pour un simple but, qui est justement de permettre aux équipages de se retrouver avant la chasse, on a justement ces grandes avenues qui sont animées par ces très belles trouées de lumière. Et c'est véritablement un très grand morceau de bravoure que nous livre ici Jean-Baptiste Oudry. Et on voit qu'il transpose son art dans une échelle plus grande. Et on le voit bien à travers ce qu'a révélé la restauration. La restauration récente, elle a permis non seulement de révéler les très belles couleurs employées par le peintre, mais aussi de mieux mettre en évidence certains repentirs, alors qu'on sait que Oudry, dans ses plus petites compositions, n'est pas forcément familier des repentirs, mais l'on observe très bien une manche avec une main qui en dépasse, qui montre que Oudry a changé à plusieurs reprises donc la position des personnages pour véritablement trouver la composition parfaite pour ce qui allait être la première pièce de la tenture des chasses royales. Ici, nous sommes devant l'un des morceaux les plus poétiques des cartons de la tenture des chasses royales peints par Jean-Baptiste Oudry, puisque nous sommes devant la scène qui représente Louis XV tenant le limier. Alors nous sommes au petit matin. Lorsque l'on tient le limier, ça veut dire qu'on se prépare donc à flairer la bête qu'on va traquer au cours de la journée, et cette opération va permettre de délimiter un secteur dans lequel l'équipage va pouvoir évoluer. Aussi, c'est une tâche qu'on effectue donc au point du jour, et c'est une tâche particulièrement harassante. C'est un travail de longue haleine, parfois il fait très froid aussi dans la forêt au petit matin. Or, c'est le roi lui-même ici qui est représenté à la manœuvre, alors que ce n'était pas le roi qui s'en chargeait tous les jours, loin de là, mais Louis XV, qui veut se faire représenter en véritable tacticien de la vénerie, a voulu être représenté comme celui qui tenait le limier. Alors Oudry transfigure là encore la scène de manière tout à fait extraordinaire. On voit le roi qui discute avec donc ses piqueurs dans une pose extrêmement élégante, qui esquisse quasiment une sorte de pas de danse, avec donc le limier qui semble vouloir l'amener, alors à défaut du cerf tout de suite, en tout cas dans un très beau buisson d'églantine dont l'odeur a sans doute alléché donc en l'occurrence notre limier. Nous sommes, je l'ai dit, au petit matin, et c'est pour cette raison que Oudry, encore plus que dans les autres cartons de la tenture des chasses royales, scande la forêt de percées de lumière blanche, de percées de lumière argentée, ici dispensées avec une maîtrise absolument ahurissante, qui permet d'ailleurs, un peu comme dans une scène de théâtre, de découper des sortes de zones lumineuses sur lesquelles les personnages peuvent se détacher, avec les courtisans ici qui sont venus assister à la chasse de loin, puisque comme vous le voyez, ils portent un habit ordinaire et non pas l'habit bleu que le roi n'autorise à porter que par décision spéciale. Et justement, Jean-Baptiste Oudry en profite pour camper au milieu de la scène un groupe de personnages qui ajoutent à la douceur de l'esthétique du tableau, que sont ces trois courtisans venus assister
assisté à la chasse, l'un en habit dans cet habit gris ardoise, les autres dans des habits tirant plutôt sur l'ocre, voire sur le corail. Et c'est justement le mérite de cette restauration, puisque 4 cartons sur les 8 que conserve le château de Fontainebleau ont pu être restaurés. C'est le mérite de cette restauration que d'avoir su rendre cette magie des couleurs, ce caractère extrêmement varié de l'esthétique d'Oudry, et aussi d'avoir rendu vie à ces compositions avec ces percées donc de lumière blanche, ce jeu sur les blancs qui est extrêmement subtil et qui n'était pas visible tant que les peintures étaient justement recouvertes de ce voile de vernis jaune, de vernis oxydé, puisque le vernis s'oxyde toujours avec le temps, ce vernis jaune que la restauration permet d'alléger pour retrouver la perception originelle des couleurs. Et l'on verra tout à l'heure dans l'appartement des chasses les autres cartons qui n'ont pas encore pu être restaurés, et en tout cas les cartons qui sont présentés dans l'exposition permettent de se rendre compte justement de la différence entre l'avant et l'après de la restauration qui est tout bonnement spectaculaire. À mesure que le projet de la tenture des chasses royales prend de l'ampleur, Oudry conçoit cette scène tout à fait spectaculaire qui nous montre donc le cerf tenant au chien, le cerf aux abois dans les rochers de Franchard, c'est-à-dire dans la forêt de Fontainebleau. Pour ces tentures qui sont destinées au château de Compiègne, même si les cartons sont aujourd'hui conservés à Fontainebleau, cette scène justement est la seule à ne pas se passer dans la forêt de Compiègne ni dans la forêt de Saint-Germain, mais cette fois-ci dans la forêt de Fontainebleau avec un site emblématique bien connu encore des randonneurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire les gorges de Franchard, qu'on appelait joliment à l'époque le désert de Franchard, comme pour en parler d'un endroit où se retiraient les ermites, et qui ici devient le théâtre tout à fait spécial de la lutte sans merci entre le cerf et les chiens. Louis XV est représenté donc encore une fois dans le premier registre de la composition, esquissant comme d'habitude son geste de commandement. Il paraît tout à fait à l'aise comme ça, tournoyant sur son cheval bien droit, et il est environné donc par un certain nombre de piqueurs, mais qui ici, fait inhabituel, ont tous le même visage. On s'aperçoit qu'Oudry a représenté le même personnage sous toutes les coutures, là encore dans des poses assez tournoyantes, comme pour reprendre dans cette peinture le thème du paragone, c'est-à-dire donc de la lutte entre la peinture et la sculpture, en se demandant finalement quel est le premier de ces deux arts. Et souvent les peintres ont recours à cet artifice de représenter une figure qui est vue quelque part à 360 degrés, alors qu'on n'a pas besoin de tourner autour, pour montrer finalement que la peinture arrive aux mêmes effets que la sculpture. Et donc au milieu de ces jeunes piqueurs, Louis XV assiste à cette scène où nous voyons la convergence d'un chapelet de chiens qui se dirige vers le cerf au milieu de ce décor qui est quasiment un personnage en soi, qui est la forêt de Fontainebleau. Ici, Oudry nous représente une véritable nature morte, absolument immense de rochers, là où d'habitude il représente plutôt des arbres, même si il se sert encore des fourrés et des bosquets qui entourent ces rochers pour camper là encore ces personnages de manière extrêmement innovante. Nous avons ici cette lumière qui vient frapper quasiment à contre-jour quelques personnages au milieu des rochers. Tout en haut, à droite de la composition, il représente l'ermitage de Franchard. Alors Louis XV avait ordonné sa destruction puisque l'ermitage était un lieu donc de mauvaise fréquentation. On le voyait encore se détacher de manière assez précise sur l'esquisse peinte intermédiaire entre les dessins et la peinture, donc sur l'esquisse peinte qui nous est prêtée par le musée Nissim de Camondo. On le voyait très bien. Là, Oudry fait même pousser des arbres devant cet ermitage comme pour faire oublier son existence, et puis au passage il rajoute encore quelques piqueurs donc qui courent après les chiens qui eux-mêmes se dirigent vers le cerf comme pour montrer de manière très dramatique l'action qui est en train de se jouer. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que l'ultime ajout d'Oudry par rapport à sa composition originelle, que ce soit sur le dessin ou sur l'esquisse, c'est cette ultime trouée dans la forêt tout à la gauche du tableau, avec même un tout petit personnage qui fait la taille vraiment d'une paume de main et qu'on le voit se distinguer au milieu des arbres. Éternel jeu finalement entre le peintre et son commanditaire. Oudry n'oublie pas de se représenter comme il l'avait fait dans le tableau donc destiné à l'antichambre du roi du château de Marly, et on le voit ici se détachant avec une pose tout à fait bonhomme, même s'il porte l'épée au côté comme pour rappeler son éminent statut de courtisan, et l'on voit qu'il esquisse sa composition sur quoi? Et bien sur un papier bleu, ces papiers bleus teintés dans la masse au bleu de Prusse qui sont véritablement donc l'outil fétiche de Jean-Baptiste Oudry pour croquer assez rapidement, avec la profondeur donnée par le bleu, toute une composition même aussi majestueuse
tapisseuse aussi virevoltante que celle du cerf tenant au chien dans les gorges de Franchart en la forêt de Fontainebleau. Alors, les cartons de Jean-Baptiste Oudry, comme nous l'avons indiqué, sont des modèles pour la réalisation des tapisseries à la manufacture des Gobelins, c'est-à-dire la transcription en laine et en soie des compositions peintes à l'huile sur toile. Ce tissage est réalisé à partir de 1736, c'est le premier carton qui sert de modèle, et comme la tenture est extrêmement importante, 9 pièces finalement, on ne va pas confier le tissage à un seul atelier de haute lisse, mais à 2 ateliers, ce qui permet d'accélérer le tissage et avoir un tombé des pièces du métier un petit peu plus rapide que si une seule fabrique, un seul atelier en était chargé. Donc le tissage des pièces est réparti entre Mathieu Montmerquet et Michel Audran, sauf qu'on se rend compte très tôt que les manières de tisser de ces 2 ateliers sont finalement assez différentes, sachant aussi que Jean-Baptiste Oudry, en 1736, est nommé inspecteur à la manufacture des Gobelins, c'est-à-dire qu'en fait qu'il va surveiller d'une manière extrêmement scrupuleuse la traduction de ces modèles peints en tapisserie et va avoir énormément d'exigences, faisant parfois défaire le travail entier d'une journée de lissier. Jean-Baptiste Oudry a souhaité que la moindre nuance de ces peintures soit reproduite en tapisserie, ce qui est évidemment un défi, et c'est ce qui va générer justement aussi ces manières un peu différentes de tisser entre les 2 ateliers. Si l'on se concentre sur l'œuvre de Michel Audran, on voit qu'on a une définition, on pourrait dire, qui est un petit peu plus appuyée, un dessin qui est un petit peu plus fort, et avec un ton coloré qui est lui-même aussi un peu plus soutenu que ce que l'on peut découvrir à travers le tissage de Mathieu Montmerquet. On sait que Jean-Baptiste Oudry était littéralement sur le dos des lissiers de l'équipe de Mathieu Montmerquet, et c'est aussi ce qui explique le côté un peu dissous, un peu, je n'ose pas dire fané, de cette tapisserie. Donc le 5e sujet de la tenture de Louis XV, à savoir Louis XV tenant le limier, où on voit que la démultiplication des demi-tons pour obtenir toutes les nuances de la peinture de Jean-Baptiste Oudry va engendrer finalement une dimension presque un peu floue, un peu estompée de la force de la composition initiale peinte. Et cette caractéristique dans le tissage est remarquée quasiment dès la tombée des métiers, et on va trouver que les tapisseries de l'atelier de Montmerquet ont un aspect grisâtre, un petit peu déplaisant. Néanmoins, comme Louis XV a commandé sa tenture en 1733, que le tissage commence en 1736 et que la dernière pièce ne tombe du métier qu'en 1750, alors que la 2e tenture elle-même est en cours de tissage pour l'Infant de Parme, on va décider de réunir toutes les pièces tissées par Montmerquet de la 1re et de la 2e tenture que l'on va destiner au roi pour son château de Compiègne, puisque les tapisseries vont orner l'appartement du roi au château de Compiègne, tandis que toutes les pièces de la 1re et de la 2e tenture réalisées par l'atelier de Michel Audran sont destinées à l'Infant de Parme, ce qui nécessite aussi de réviser, de rentrayer, de modifier notamment les bordures, c'est-à-dire qu'à la place du double L de Louis XV que nous voyons dans les angles ou des armes qui timbrent la bordure supérieure, les lissiers intègrent le chiffre de l'Infant de Parme et bien entendu les armes de ce commanditaire. Donc, dans cette dernière section que nous avons baptisée Oudrymania, qui est une manière de souligner l'influence entretenue d'ailleurs par Jean-Baptiste Oudry lui-même de ses compositions dans d'autres domaines de la création que la peinture, nous avons la chance de présenter 2 des 9 plaques commandées par Louis XVI en 1779 auprès de la manufacture de Sèvres, plaques qui sont en réalité des tableaux voulus comme inaltérables, une peinture sur porcelaine
porcelaine, donc cuite, et qui reprennent les cartons de Jean-Baptiste Oudry. Alors ça, on peut considérer que c'est un défi technique, c'est l'une des commandes les plus extraordinaires, les plus coûteuses d'ailleurs, réalisées à la fin de l'Ancien Régime à la manufacture de Sèvres, et cela montre comment les chasses de Jean-Baptiste Oudry peintes pour Louis XV sont encore un modèle pour un certain nombre d'artistes et qui plus est aussi une œuvre extrêmement plaisante, appréciable par le souverain lui-même. On sait d'ailleurs que Louis XV était extrêmement fier de voir que son petit-fils, le dauphin, futur Louis XVI, appréciait la chasse et a pu faire ses premières armes à Fontainebleau et découvrir cet univers de la vénerie. Et c'est particulièrement touchant de voir qu'en 1779, il passe commande auprès de la manufacture de Sèvres de la reproduction des cartons de Jean-Baptiste Oudry en peinture sur porcelaine tendre. Cette commande absolument exceptionnelle, qui a été d'ailleurs installée dans la salle à manger aux Salles Neuves de Louis XVI à Versailles, peut être considérée comme finalement comme le dernier avatar des chasses de Louis XV. Et on voit surtout le défi technique qui s'est imposé aux peintres les plus expérimentés de la manufacture de Sèvres, c'est comment réduire sur des formats relativement petits les grands cartons des chasses de Jean-Baptiste Oudry, puisque en fait les peintres de la manufacture n'ont eu accès qu'aux cartons et pas du tout aux esquisses peintes, ce qui veut dire que là il y a un changement d'échelle qui est absolument énorme, et puis aussi le défi technique qui consiste à anticiper finalement la teinte, les nuances de chaque couleur qui subissent ensuite l'épreuve du feu, puisqu'on a parfois certaines couleurs qui peuvent varier, et on voit comment finalement les peintres s'en sont sortis avec ce côté extrêmement laiteux aussi des ciels, cette attention très délicate au paysage et la fidélité au grand modèle de Jean-Baptiste Oudry, avec néanmoins quelques petites modifications, c'est-à-dire finalement le remplacement du portrait de Louis XV par le portrait de Louis XVI, ses commanditaires, et une certaine modernisation aussi des habits de la vénerie, puisqu'on voit que les revers des manches sont beaucoup plus serrés, beaucoup plus étroits qu'ils ne l'étaient sous le règne de Louis XV. Donc là, nous présentons le ligné, qui est un petit peu notre leitmotiv dans toute l'exposition, et puis surtout la grande curée, qui est finalement la seule scène qui a lieu dans un paysage autre que la forêt de Compiègne et autre que la forêt de Fontainebleau, c'est-à-dire la forêt de Saint-Germain-en-Laye, et qui est le seul sujet, le seul carton de la série des 9 de Jean-Baptiste Oudry, qui n'est pas conservé au château de Fontainebleau. Cette grande composition, le carton de Jean-Baptiste Oudry de la Grande Curée, est conservé dans les réserves du musée du Louvre. Dans l'écho que l'on peut rencontrer des compositions de Jean-Baptiste Oudry figure, j'allais dire presque en tête de liste, ce chef-d'œuvre absolu de l'orfèvrerie parisienne du XVIIIe siècle, le Surtout de Jacques Retier, réalisé en 1734-1735 pour le duc de Bourbon, prince de Condé, pour sa résidence de Chantilly, qui est vraiment un sommet de la sculpture, mais aussi de la ciselure, qui représente à peu près 40 kg d'argent, 50 kg à l'origine, puisque l'objet est aujourd'hui dépourvu de ces bras de lumière en forme de branches qui permettaient donc d'apporter aussi de l'éclairage au centre de la table. Et cette machine d'argent, comme on les appelait au XVIIIe siècle, était destinée à être placée au centre de la table, avec une dimension au départ utilitaire, mais cette dimension utilitaire s'efface complètement au profit finalement d'un décor cinégétique, avec sur cette terrasse supportée par des arches de rochers, un cerf tenant au chien, un cerf, je le souligne, qui a une tête bizarre, avec une dissymétrie dans les bois, et avec surtout cet élan, cette énergie des chiens qui viennent acculer le cerf pour faire en sorte que celui-ci se rende. Et puis l'autre drame qui se joue à l'étage inférieur, c'est ce loup pris au piège qui hurle littéralement à la mort, alors que sa compagne, la louve, vient tourner autour complètement démunie par rapport à ce piège. Et puis on voit aussi
aussi en partie basse ces très belles hures de sanglier dont la ciselure est absolument incroyable. Et cette œuvre cristallise, j'allais dire, l'importance de Jean-Baptiste Oudry dans d'autres domaines que la peinture, par le biais de voisinage, notamment en termes d'ateliers. Et là, ça se passe au Palais des Tuileries, dans une des cours, où Jean-Baptiste Oudry a justement son atelier et il est voisin de Jacques Retier. Et finalement, la composition du cerf tenant au chien sur la terrasse supérieure ou du loup sont directement inspirées de tableaux de Jean-Baptiste Oudry, notamment un grand tableau qui est conservé aujourd'hui à Stockholm. Dans cette peinture, qui est en quelque sorte le point d'orgue de cette exposition, on présente, à la suite des œuvres qui ont été inspirées par le travail d'Oudry, l'œuvre qu'Oudry n'a pas fait, n'a pas pu faire ou n'a pas voulu faire. En l'occurrence, un extrait des décors qui ont pu orner les appartements du roi sur le thème, là encore, de la chasse. Ici, nous présentons donc un très beau prêt du département des peintures du musée du Louvre, à savoir un déjeuner de chasse par Jean-François de Troyes, qui est une peinture absolument jouissive dans ses détails et qui était inséré dans le lambris du petit appartement de Louis XV à Fontainebleau, qui était aménagé en dessous de la galerie François Ier. Donc peinture qui était insérée dans un lambris rocaille en symphonie avec d'autres compositions livrées, elles, par des peintres comme Parocel ou Vanloo. Ici, Jean-François de Troyes nous présente ce déjeuner de chasse de manière tout à fait pittoresque, installé dans la forêt en bordure d'une auberge ou d'une ferme, avec un ensemble de personnages qui rendent la scène extrêmement vivante. Nous voyons donc en bas de la composition à gauche ce serviteur qui sort un poulet qui a l'air fort appétissant d'un panier que l'aubergiste est en train de disposer sur un plat d'argent, parce qu'il s'agit d'un déjeuner de chasse où c'est évidemment la cour qui se trouve présente, donc on ne sert pas ce pique-nique royal dans n'importe quelle vaisselle. Et autour de cette table sont disposés un certain nombre de convives vêtus en habits de cour extrêmement riches, on le voit à la préciosité des broderies de leur habit, et l'on voit justement un piqueur de dos qui a ôté son manteau, qui a posé sa trompe sur le dossier de la chaise et qui est en train de découper une tourte, donc un plat qu'on peut imaginer très roboratif pour les chasseurs en pleine activité et pour toute la cour qui cavale à la suite de ces chasseurs qui courent le cerf à travers la forêt. Et tout autour de la table, nous voyons d'ailleurs une importante domesticité, puisqu'on est en train aussi de servir à boire aux courtisans avec ce vin qui étincelle tel un rubis dans les verres. On pense à une autre composition de Troyes qui se trouve conservé au château de Chantilly, donc ce très beau déjeuner d'huîtres où on voit le champagne donc étincelé là encore dans la composition. Et derrière, donc ces petits personnages qui descendent l'escalier de l'auberge. On voit donc un cuisinier qui sort de l'auberge en échangeant un regard avec la nourrice ou avec la mère de ses enfants. Une servante ici, ou peut-être la femme de l'aubergiste qui est en train d'assister à la scène en étant négligemment accoudée. Et on est même en train de passer une chaise au-dessus de la rampe à un courtisan qui va la saisir donc pour la disposer autour de la table. Donc on est vraiment plongé dans l'atmosphère très rocambolesque et en même temps très douce et très rêveuse de ce déjeuner de chasse. Et ce tableau est véritablement une symphonie de petits détails extrêmement charmants, jusqu'aux petits oiseaux qui viennent se poser sur la toiture de la ferme. On pourrait croire qu'avec un si beau feu d'artifice, l'exposition s'arrête ici, et pourtant elle continue, puisque pendant toute la durée de l'exposition donc sur Jean-Baptiste Oudry, peintre de cour et peintre des cartons des chasses royales de Louis XV, l'appartement des chasses, qui est le lieu ordinaire où se trouve exposé donc l'entièreté de ces cartons, l'appartement des chasses donc est ouvert à la visite. Il est intégré au parcours de visite du château de Fontainebleau et l'on peut y voir un certain nombre de trésors, non seulement les autres cartons de la tenture des chasses royales, mais aussi une petite surprise.
Jusqu'au 27 janvier 2025, l'exposition Jean-Baptiste Audry, peintre de cour, présente donc dans la salle d'exposition du château de Fontainebleau 4 des 8 cartons, des 8 modèles de tapisserie que Jean-Baptiste Audry a peints pour la tenture des chasses royales de Louis XV. Les 4 cartons qui sont présentés dans l'exposition, c'est ceux qui ont pu être restaurés jusqu'en 2024, une entreprise de très longue haleine, mais ordinairement, ces 8 cartons sont présentés dans l'appartement dit des Chasses, un appartement qui a été véritablement nommé d'après ces peintures monumentales de Jean-Baptiste Audry. Et pendant toute la durée de l'exposition, l'appartement des Chasses, qui est ouvert ordinairement en visite guidée, est accessible au public. Il est intégré au parcours de visite du château de Fontainebleau et c'est l'occasion de voir en situation les 4 autres cartons de Jean-Baptiste Audry qui sont encore en attente d'une restauration. Cette restauration, c'est une entreprise de très très longue haleine puisque par exemple le carton qui se trouve derrière moi, qui est le plus grand de la série des cartons pour la tenture des chasses royales et qui représente une scène très importante, la chasse au cerf dans l'Oise à la vue de Compiègne. Ce carton représente à lui tout seul 35 mètres carrés de peinture. C'est dire toute l'aventure qui nous attend encore. Et le château de Fontainebleau qui a lancé un appel aux dons, une campagne de financement participatif, le château de Fontainebleau a besoin de vous pour poursuivre cette belle restauration. Nous nous trouvons donc dans l'escalier de la Reine, aménagé donc par Gabriel pour desservir les appartements de la Reine, qu'on appelle aussi escalier des Chasses. Vous le comprenez avec les peintures qui se trouvent autour de moi. Il se trouve que l'appartement qui se situe à ma gauche était ordinairement utilisé par les enfants de France, par les enfants du roi et de la Reine. On est à proximité de leurs appartements, donc les enfants sont installés non loin. Et c'est ainsi que sous le règne de Louis XV, on décide de réaménager donc de nouveaux appartements pour le dauphin qui est situé au rez-de-chaussée et la dauphine qui, elle, est logée à l'étage. Cet usage de cet appartement comme logement pour les enfants de France, il se poursuit pendant toute la durée d'utilisation du château jusqu'au XIXe siècle et sous la Restauration, lorsque le duc d'Angoulême vient donc faire des parties de chasse à Fontainebleau, c'est dans cet appartement qu'il vient se loger. Alors on décide quasiment en quelques semaines de remeubler cet appartement et surtout de lui redonner un certain lustre et pour cela, on va aller puiser dans les réserves du Louvre où depuis la Révolution, se trouvent les cartons de Jean-Baptiste Audry pour la tenture des chasses royales. Lorsqu'une tapisserie était réalisée, c'était la manufacture des Gobelins qui conservait donc le carton, le modèle de la tapisserie, et à la Révolution, toutes ces grandes peintures se retrouvent finalement gérées par le musée du Louvre, qui bien souvent impose sur ses inventaires la mention « bon pour palais », comme pour dire que ces cartons de tapisserie, finalement ces immenses peintures, sont bons pour servir de décor à des intérieurs de prestige, des intérieurs de grande dimension et c'est finalement le destin, le fabuleux destin qu'ils vont connaître à Fontainebleau. Les cartons, à l'époque donc de Charles X, sont simplement accrochés sur les murs et c'est sous le règne de Louis-Philippe qu'on décide de transformer l'appartement des Chasses en écrin à la mesure de ces chefs-d'œuvre de Jean-Baptiste Audry, en aménageant d'abord alors cet escalier, donc escalier de la Reine, escalier des Chasses, avec un très beau décor de menuiserie et ce magnifique plafond de carton-pierre néo-Louis XV, qui est un décor extrêmement haut en couleur, qui illustre très bien cet art du compromis qui caractérise Fontainebleau entre un escalier du XVIIIe siècle dans lequel on met des peintures donc contemporaines, des peintures contemporaines de l'escalier, mais dans un décor réalisé au XIXe siècle, ce qui fait de cet endroit encore aujourd'hui l'un des emplacements les plus éclatants finalement de tout le château. Et derrière moi, il faut se dire que la restauration de ces cartons, elle va pouvoir se poursuivre avec un morceau de choix. Bien évidemment, on a déjà pu traiter des toiles d'une très grande beauté, d'une très grande poésie comme le Botté, le Limier, le cerf donc, qui tient au chien dans les forêts de Franchart, mais il nous reste ici le carton qui devait être à l'origine l'une des 3 pièces de la tenture des chasses royales, à l'époque où elle ne devait constituer qu'un triptyque. Finalement, on va décider de lancer le tissage de 6 autres pièces, mais à l'origine, il ne devait y en avoir que 3. Et ce carton devait être la pièce magistrale, la pièce principale de cette tenture des chasses royales. Nous voyons donc la troupe du roi et de ses piqueurs qui est ici à la poursuite du cerf, le cerf donc poursuivi par les chiens et qui est prêt à tout pour leur échapper et qui vient de traverser la rivière
rivière de l'Oise à la vue de Compiègne. On distingue au loin les fortifications et les clochers de la ville. Oudry, encore une fois, se fait véritablement peintre arpenteur et donc il représente cet environnement de manière précise pour qu'il soit reconnaissable du spectateur. Nous avons le roi, toujours très droit, toujours dans cette posture un peu tourbillonnante sur son cheval, toujours très élégant, qui là encore esquisse un geste de commandement vers la meute des chiens qui s'élance à la poursuite du cerf. On voit déjà donc sur un bac certains veneurs qui sont en train de traverser la rivière donc pour continuer sa poursuite. Et là encore, Jean-Baptiste Oudry nous gratifie de merveilleux détails très pittoresques avec ses courtisans qui sont postés sur un coche d'eau qui est venu manifestement suivre la chasse. Ces courtisans dans ces très belles robes bleues, jaune canari, rose corail, qui sont là à assister à la scène et qui donnent beaucoup de douceur, beaucoup de poésie à l'ensemble. Au premier plan, toute la végétation en train de fleurir et même une petite scène pastorale puisque on voit près d'un moulin un berger, une bergère avec leurs moutons qui sont dans cette campagne paisible en train donc là encore de regarder de loin le spectacle de la chasse. On se rend très bien compte des problèmes de conservation qu'a subi ce carton qui se trouve dans un emplacement difficile. On voit que le vernis donc est extrêmement jauni, on voit même qu'il a presque roussi sur une partie du ciel. On voit de très nombreux repeints, c'est-à-dire des retouches issues d'une ancienne restauration qui avec le temps ont vieilli de manière différenciée par rapport à la couche de peinture originale, celle posée par l'artiste, ce qui donne un peu cet effet de tache de dalmatien qu'on voit sur toute la peinture. On voit même toute une ancienne couture donc avec des lacunes de couches picturales qui ont été comblées avec des repeints qui aujourd'hui ressortent par rapport à la peinture originale, et puis un vernis qui en plus d'être très oxydé présente ce qu'on appelle des matités. La peinture ne brille pas face à la lumière de manière uniforme sur toute sa surface et on peut imaginer tout le spectacle que ce carton offrira aux yeux une fois restauré quand on le compare à ceux qui sont déjà visibles dans l'exposition. Parmi les cartons de la tenture des chasses royales peints par Jean-Baptiste Oudry qui sont encore en attente de leur restauration, donc il en reste 4 sur les 8, nous nous trouvons ici justement devant le Fort U, qui est un peu un cas clinique qui sert très bien pour illustrer ce dont ces cartons ont encore besoin. Vous voyez une scène qui se trouve dans les environs d'un palais que nous n'avons pas encore identifié d'ailleurs, une scène qui paraît intégralement recouverte d'une espèce de voile jaune. Même le pelage des chiens, pour ce magicien des Blancs qu'est Jean-Baptiste Oudry, a l'air donc peint dans une lumière assez jaunâtre. Tout ce qui est dans les ombres est difficile à voir. Les costumes d'un bleu si éclatant qu'on voit donc sur les cartons qui ont déjà été restaurés est ici encore dans un bleu un petit peu verdâtre. Et on a pu faire justement des tests de nettoyage qui montrent comment l'allègement des vernis permet de redonner leur magie à ces peintures. Vous avez donc ici cette fenêtre de nettoyage qui a été ouverte par une restauratrice et qui montre étape après étape comment est-ce que l'allègement des vernis peut rendre leur vivacité aux couleurs choisies par le peintre. À gauche, une première fenêtre dans laquelle le vernis a été allégé de manière justement peu prononcée. On voit déjà une différence de couleur, la peinture semble beaucoup plus lumineuse dans cette zone-là que dans la zone qui n'a pas été nettoyée. Une seconde couche de nettoyage située au niveau du tricorne du piqueur qui est un petit peu plus prononcée et qui permet cette fois-ci de montrer les anciens repeints, c'est-à-dire les anciennes retouches, celles des précédentes restaurations, qui recouvrent donc les lacunes qui se trouvent le long de la couture de la toile. On voit la ligne verticale qui se trouve à droite du tricorne avec donc ces peintures plus foncées qui sont des retouches débordantes à une époque où on barbouillait beaucoup les peintures pour cacher les vilaines lacunes dues au vieillissement de la couche picturale. Et enfin, en bas, au niveau de la manche, au niveau du bras du personnage, cette troisième fenêtre de restauration qui montre donc un enlèvement du vernis plus poussé et le dégagement de ces anciens repeints discordants, où on voit donc des petites lacunes, on voit la préparation ocre qui a servi donc au peintre pour appliquer les couleurs, et l'on découvre que ces lacunes, elles ne sont pas si grandes que ça par rapport aux vilains repeints débordants qui sont appliqués juste au-dessus. La peinture paraît légèrement voilée, légèrement blanche, mais c'est parce que quand on n'a pas de vernis, justement, on perd la profondeur
profondeur des couleurs, mais rassurez-vous, une fois qu'on a restauré une peinture, on réapplique un vernis neuf sur la globalité de l'œuvre qui permet à nouveau de saturer les couleurs, même si on voit quand même ces très beaux empattements de blanc et de jaune qui soulignent les galons de broderie donc, qui forment la bordure des grands habits des veneurs. Ce qui montre là encore qu'on va se trouver devant une peinture tout à fait vivante avec cette nervosité des couleurs qu'on a pu voir pour les cartons déjà restaurés dans l'exposition. Ce que je n'ai pas dit, qui est invisible à l'œil nu, c'est que cette peinture, elle a été transposée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est venu coller toute la peinture par la face donc sur une sorte de carton de doublage et on est venu gratter derrière la toile originale. Et ensuite, on est venu réappliquer une toile neuve sur laquelle on a recollé la peinture et ensuite on a enlevé le carton qu'on avait mis devant pour retenir les pigments, donc le temps de la transposition de ces pigments, de ces couleurs dans ce qu'on appelle une toile de transposition. La transposition, c'est un petit peu la frappe chirurgicale qu'on ne fait aujourd'hui qu'en cas d'extrême nécessité. Or, c'est une chose qu'on a beaucoup pratiquée dans le passé, comme pour montrer l'habileté des restaurateurs en produisant, soi-disant, donc de nouveaux supports qui allaient pouvoir durer pendant très longtemps. Ce n'est pas le cas. Après un siècle et demi de vie, les supports de transposition sont aujourd'hui complètement vieillis. Ça ne se voit pas ici puisque la peinture a fait l'objet d'un refixage d'urgence pour l'exposition pour qu'elle ait un aspect présentable, mais en vérité, on lit dans tous les rapports de restauration, déjà même ce produit il y a 20 ans, que même si on fait des refixages, la toile de transposition est complètement morte et qu'il faut reprendre cette toile de transposition impérativement. Donc on voit aussi par là que cette restauration, ce n'est pas simplement une restauration d'ordre esthétique, c'est aussi quelque chose qui va pouvoir assurer la conservation à long terme des cartons de la tenture des chasses royales. Si la restauration des cartons de la tenture des chasses royales peints par Jean-Baptiste Audry a d'abord commencé par ces scènes d'une tranquille poésie, le beauté du roi, le rendez-vous au carrefour du Puy du Roi en forêt de Compiègne et Louis XV tenant le limier, donc les scènes qui ont lieu le matin, il nous reste encore les scènes les plus dramatiques et quelque part les compositions les plus complexes à restaurer aujourd'hui avec donc les 4 cartons qui nous restent où Audry a véritablement mis toute son inventivité, toute sa saveur et paradoxalement aussi un petit peu de douceur, on va le voir. Nous nous trouvons ici devant donc le carton qui représente le ballot, c'est-à-dire le moment où le cerf est acculé donc dans un cours d'eau à la vue de l'abbaye Saint-Jean-au-Bois, donc dans la forêt de Compiègne. Donc le ballot ou la mort du cerf donc dans les étangs de Saint-Jean-au-Bois. Là encore, nous retrouvons donc notre troupe de chasseurs avec à sa tête Louis XV qui là encore d'un geste très empreint de majesté donc esquisse ce geste de commandement. Il est le tacticien de la vénerie, il est celui qui sait comment justement de manière stratégique terminer une chasse et donc on le représente là accompagné encore une fois de son grand veneur donc le comte de Toulouse et c'est ici toute une société finalement qui se réunit pour le paroxysme de cette chasse qui se termine de manière particulièrement complexe. Nous avons donc le roi qui est campé sur son cheval à la robe léopard, là encore ce n'est pas rien si le peintre choisit de mettre ce cheval particulièrement haut en couleur au centre de la composition, il montre bien que c'est l'un des moments décisifs et moi je suis impatient de voir ce que va donner cette restauration avec toutes ces couleurs rien que sur le premier plan de la composition. À côté justement des fleurs écloses près des pattes du cheval, nous avons donc des valets qui sont en train d'amener donc un bateau chargé de filets pour ramener le gibier et les chiens qui se lancent déjà donc à la poursuite du cerf dans l'eau, dans cette eau animée d'une écume argentée très très belle. Tout autour de la composition centrale, nous retrouvons ces percées de lumière que nous avons vues dans les cartons restaurés qui sont présentés au sein de l'exposition, ces percées de lumière argentée au sein des arbres qui permettent parfois de renforcer la présence de personnages qui se distinguent dans ces lumières. Ces percées de lumière ici on ne les voit quasiment pas et ce sera tout le mérite de la restauration que de remettre en avant ces percées de lumière, de rétablir cet équilibre des couleurs qui ici est totalement perdu avec l'assombrissement général des vernis. Parmi les petites touches de pittoresque que le
le peintre nous sert à travers cette composition de grande ambition, nous avons bien évidemment cette troupe de chiens ici qui se débattent donc malgré les chaînes que retient le piqueur. Entre parenthèses, ce piqueur est un personnage que l'on retrouve sur un carré fabriqué par la maison Hermès dans les années 50, d'après donc un dessin de Charles Hallot, dessin des années 50 qui donc est consacré aux grandes véneries royales, et pour représenter Fontainebleau, c'est ce personnage de Jean-Baptiste Oudry que Charles Hallot donc a choisi de représenter sur ce carré Hermès. Et dans cette troupe de chiens que retient donc ce piqueur, Oudry là encore s'est amusé, vous vous rappelez de ce que je vous ai raconté au début de notre exposé, et il s'est amusé à mettre à la fois des chiens tout à fait ardents, tout à fait prêts à bondir sur le cerf, et toujours la tête d'un chien un petit peu esselé, qui paraît comme absent de l'action, qui ici paraît même peut-être presque effrayé par ses congénères. Petite touche de poésie, petite touche de pittoresque que Oudry insère là encore donc sur ces tableaux, qui sont bien plus finalement que la représentation de la chasse en elle-même, mais plutôt un objet d'agrément, la représentation d'une vie royale rêvée, d'une vie de cour rêvée. Et c'est toute cette vie de cour qui se déploie alentour, là encore, avec quelques courtisans qui sont nonchalamment accoudés sur la rambarde d'un petit pont qui enjambe l'étang, et au-delà, dans une trouée de lumière, ces dames qui n'ont Dieu que pour le plus bel homme de leur temps, c'est-à-dire le roi Louis XV juché sur son cheval, ces dames en beaux habits, là encore avec des couleurs qui vont de l'incarnat, du vermillon jusqu'au corail, en passant par le jaune canari, et qui incarnent cette société de cour extrêmement raffinée que Jean-Baptiste Oudry, là encore, a voulu représenter. En décrochant le carton qui représente le cerf tenant au chien dans les rochers de Franchart, dans la forêt de Fontainebleau, qui est présenté actuellement au sein de l'exposition, nous avons découvert quelque chose d'extraordinaire qu'on ne retrouve pas systématiquement derrière les décors des châteaux français, qui est donc ce dessin de repérage, un dessin de repérage donc tracé en noir sur l'enduit blanc du mur, qui donc a pu être tracé soit par l'architecte, soit par le sculpteur principal en charge de la mise en place des boiseries, puisque ce dessin permet en fait de cartographier la configuration du mur qui se trouve en retour d'équerre par rapport au mur qui se trouve derrière moi. Et ce dessin, il représente des décors qui aujourd'hui sont perdus, puisque le mur a été modifié entre temps, et nous avons sous les yeux le dessin d'une bordure de miroir, donc une bordure de miroir de style rocaille, d'une très grande saveur, d'une très grande souplesse. On sent que c'est un dessin très synthétique qui vient permettre de donner une idée très rapide du décor qui va être installé, avec donc les enroulements dans les angles du miroir, avec cette figure d'espagnol ou d'espagnolette qu'on voit justement dans l'angle de la partie cintrée du miroir en partie haute, sculpture donc d'une très grande nervosité, et donc due aux artisans qui travaillaient sous l'ordre de l'architecte Gabriel. Nous avons à gauche de ce miroir donc l'ensemble des panotages qui permettent donc de remplir les espaces entre le miroir et la porte d'entrée, la porte d'entrée qui elle est toujours en place, et au-dessus de la porte encore donc d'autres enroulements qui montrent ici cette fois-ci les contours de la boiserie qui venait enserrer une autre peinture, une peinture qui elle pouvait servir donc de dessus de porte. Cette découverte elle est assez exceptionnelle, peut-être en fera-t-on d'autres d'ailleurs à mesure que la restauration des cartons des chasses royales d'Oudry se poursuivra. Elle fait honneur à ce très bel espace très raffiné qui est celui de l'appartement de la Dauphine, intégré aujourd'hui dans ce que nous appelons l'appartement des chasses, l'un des écrins les plus raffinés du château de Fontainebleau, et l'ensemble de ces boiseries dont il reste encore quelques fragments, ainsi que de ces cartons d'Oudry traduisent finalement mieux qu'aucun autre assemblage d'œuvres au sein du château l'esprit de ce siècle de Louis XV, siècle de raffinement même dans la représentation de ces scènes très mouvementées que sont les chasses royales, avec, comme je vous l'ai dit, une très grande poésie, une très grande subtilité, beaucoup de pittoresque. Cette restauration, nous espérons la poursuivre jusqu'au bout grâce à votre aide, et nous pourrons ainsi, avec donc la remise en lumière de ces cartons de Jean-Baptiste Oudry qui voisineront désormais avec ces belles boiseries de l'appartement de la Dauphine, nous pourrons donc retrouver l'un des plus beaux ensembles du XVIIIe siècle au château de Fontainebleau.